Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora. Au sommaire, Côte d'Ivoire, Congo-Brazzaville, Belgique, France. Côte d'Ivoire, restons mobilisés. Opération Trop c'est trop, que le régime du Dramanistan, la version france-africaine de la Côte d'Ivoire, libère tous les prisonniers politiques et otages. Congo-Brazzaville, Sassou a perdu, mais il fraude quand même. C'est depuis dimanche soir que Sassou a reçu les résultats des 5360 bureaux de vote de la présidentielle anticipée qu'il a lui-même organisée pour se succéder à lui-même. Selon certaines indiscrétions, le candidat de la majorité présidentielle a failli avoir une crise en constatant qu'il a été battu à plate couture par Jean-Marie Mokoko et Parfait Kolela, arrivés respectivement premier et deuxième. En principe, nous sommes donc partis pour un second tour Mokoko-Kolela. Pour ne pas perdre la face, Sassou, Yoka, Okemba, Mboulou ont concocté un plan pour faire ingurgiter au peuple congolais la victoire de Sassou dès le premier tour avec un score de 67% annoncé ce jour, 22 mars 2016, par la commission électorale. La discussion a porté là-dessus durant ces dernières 48 heures, d'où la longue attente des premières tendances de la commission électorale. Selon nos sources proches de la présidence congolaise, Sassou entend officialiser son coup de force aux conséquences imprévisibles et dévastatrices pour lui et son camp. Ainsi, Sassou a mis un dispositif sécuritaire à Brazzaville ainsi que dans le reste du pays. La situation s'annonce donc explosive au Congo. Belgique, le 22 mars 2016, des explosions ont eu lieu dans le hall de l'aéroport peu avant 8 heures et un peu plus tard dans le métro. Ce mardi 22 mars 2016, deux explosions ont retenti dans le hall de l'aéroport bruxellois de Zaventem peu avant 8 heures et un peu plus tard dans une station de métro du quartier européen à Bruxelles. Un premier bilan fait état de 13 morts et de 35 blessés. Nous condamnons tout d'abord tout acte terroriste qui vienne d'être perpétré en Belgique. Ensuite, nous exprimons nos condoléances les plus attristées aux familles de ces victimes innocentes et souhaitons un prompt rétablissement aux blessés. France, la Cour de cassation a validé ce mardi 22 mars 2016 la quasi-totalité des écoutes entre Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog, ouvrant la voie à un possible procès de l'ancien chef de l'État mis en examen pour corruption et trafic d'influence. L'ancien chef de l'État est soupçonné d'avoir tenté d'obtenir de Gilbert Azibert, alors magistrat à la Cour de cassation, et par l'entremise de son avocat historique Thierry Herzog, des informations couvertes par le secret, et ce, dans le cadre d'une procédure sur la saisie de son agenda en marge de l'affaire Bettencourt, dans lequel il a bénéficié d'un non-lieu. De son côté, M. Sarkozy devait intervenir en faveur de M. Azibert pour qu'il obtienne un poste de prestige à Monaco, ce qu'il n'a finalement pas fait. L'ex-président y voit la démonstration qu'il n'a rien à se reprocher. Pour les enquêteurs, ce revirement peut s'expliquer par le fait que Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog viennent alors d'apprendre que leur téléphone non officiel était placé sur écoute. Salah Abdeslam sous les verrous. L'auteur présumé des attentats de novembre doit être livré à la justice française d'ici 3 mois. 5000 policiers sont mobilisés aux frontières.
Pas moins de 9 candidats se présentent à la primaire de la droite. Le centre a décidé dimanche qu'il n'y participerait pas. À 8 mois du scrutin, les Républicains semblent plus que jamais divisés. Le désert médical gagne du terrain de jour en jour. Parallèlement, de nouveaux médecins, issus notamment du Maghreb, investissent nos villes et nos hôpitaux. Madame, Monsieur, bonsoir. Salah Abdeslam était prêt à refaire quelque chose à Bruxelles. L'ennemi public numéro 1 a déjà livré une partie du récit des attentats du 13 novembre à Paris. L'individu est décrit comme un petit caïd radicalisé, voyou et fêtard. Pierre Bergerot. Qui a commandité les attentats parisiens de novembre? Quel rôle a joué Salah Abdeslam? Qui l'a aidé pendant sa cavale? 3 jours après son interpellation, les enquêteurs veulent tout savoir. Le soir du 13 novembre, c'est bien lui qui a déposé le commando jusqu'au Stade de France. Il affirme avoir voulu périr dans les gradins avant de renoncer. Le terroriste se serait approvisionné en région parisienne pour obtenir les composants de sa ceinture d'explosifs. La police veut en savoir plus, notamment sur la manière dont communiquent les djihadistes. Après avoir été soigné à l'hôpital, Salah Abdeslam a été conduit dans la prison ultra sécurisée de Bruges. Actuellement en garde à vue, avec 4 individus, Salah Abdeslam devra répondre de ses actes devant la justice française. Il s'agit d'un coup important porté à l'organisation terroriste Daesh en Europe. Les opérations de la semaine écoulée ont ainsi permis de mettre hors d'état de nuire plusieurs individus qui ont fait la preuve de leur extrême dangerosité et de leur totale détermination. D'ores et déjà, dans le cadre des procédures ouvertes à la suite des attentats du 13 novembre, 10 individus ont été mis en examen, dont 2 en France et 8 en Belgique. Comme vous le savez, d'autres individus sont encore activement recherchés. Depuis le début de l'année en France, ce sont déjà 74 individus en lien avec des activités terroristes qui ont été interpellés, 37 ont été mis en examen, 28 ont été écroués. Il est toutefois encore trop tôt pour qualifier son arrestation de coup important. Tout dépendra de la bonne volonté de Salah Abdeslam. Le géopolitologue et essayiste Alexandre Delval a réagi aux propos du ministre et dénonce l'immobilisme européen concernant Schengen. Non, moi je pense pas que ce soit un coup vraiment important contre l'État islamique en tant qu'organisation para-étatique qui est en train de conquérir certains territoires, perdre d'autres, et qui est une organisation, je dirais, territorialisée. Ça ne sert absolument pas à affaiblir l'État islamique en Syrie, en Irak ou en Libye. C'est autre chose qui va servir à démanteler cet État, notamment l'entente entre les différents acteurs régionaux qui jusqu'à maintenant malheureusement ne s'entendent pas entre eux, comme la Turquie, l'Iran, les pays occidentaux et la Russie. Mais pour revenir à cet épisode, c'est plutôt le fait que ce monsieur ait pu circuler si facilement n'importe où, n'importe comment et comme il voulait pendant tant de temps, est plutôt la preuve d'une déficience totale, enfin pas totale, mais extrêmement importante de et inquiétante de nos différents services de renseignement et de police, qui pourtant font un très bon travail, mais on veut construire l'Europe en harmonisant les chasses d'eau et les confitures, mais on n'a jamais harmonisé les échanges d'informations entre les polices, ce qui était quand même autrement plus important. Ne parlons même pas de justice. Eurojust a beau faire parler de lui, ces institutions de coopération entre justice ou entre police à l'intérieur des pays européens ne mènent à rien. Et c'est un véritable échec de la coopération européenne transnationale en matière sécuritaire, criminelle et terroriste. Je pense depuis le début que Schengen doit être réformé. Ce qu'avait souvent dit Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, à une certaine époque, n'était pas forcément entendu, et ce que disent d'autres, il faut au minimum réformer Schengen, adapter Schengen aux menaces transversales qui aujourd'hui sévissent, et ça, ce n'est pas fait non plus. On a des fonctionnaires et des dirigeants européens qui sont attachés à leur euro tel qu'il est, à leur Schengen tel qu'il existe, et qui ne veulent pas trop bouger les choses. Ils ont peur que donner quelques concessions aux souverainetés serait un pas en arrière. Moi j'ai peur qu'à force de ne rien vouloir changer, eh bien ça soit l'Europe qui explose un jour ou l'autre.
De leur côté, les enquêteurs sont toujours à la recherche de 2 individus. Il s'agit du belgo-marocain de 31 ans Mohamed Abrini et de Soufiane Kayal, le loueur de l'une des planques utilisées en Belgique. Abid Aberkan, le cousin de Salah Abdeslam, qui l'a logé dans la cave de sa mère, a été interpellé. Sa mère et son épouse ont été remises en liberté à condition de ne rien dire à la presse. L'avocat de Salah Abdeslam, maître Sven Marie, annonce que son client collabore avec la justice belge, mais qu'il refusera son extradition vers la France. Il compte notamment porter plainte contre le procureur de Paris, François Molins, pour avoir violé le secret de l'instruction. De son côté, François Hollande, de retour de Belgique, a convoqué samedi un conseil de défense. La droite a vivement critiqué l'initiative, accusant l'exécutif de vouloir donner une importance excessive à des combattants qui ne sont que des pions. Notons qu'après l'interpellation de Salah Abdeslam, plusieurs habitants de Molenbeek ont lancé des pierres et des bouteilles de verre sur la police. France toujours avec les primaires des mondialistes, les Républicains. 9 candidats annoncés pour la primaire des Républicains. À 8 mois de la première primaire de l'histoire de la droite française, le parti de Nicolas Sarkozy doit faire face à la multiplication des prétendants. Et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, le centre refuse de participer au scrutin. Alexandre Rivet. 9 candidatures annoncées, absence du centre, fouillis idéologique. À 6 mois de la fin du dépôt des candidatures et à 8 mois du premier tour de la primaire, la droite pour annoncer leur volonté de se présenter à l'élection présidentielle. Largement en tête des sondages, le candidat des médias Alain Juppé, ancien Premier ministre et maire de Bordeaux. L'énarque joue la carte centre-droit. S'il rassure un électorat vieillissant, il agace la droite du parti. Autre candidat centriste compatible, Nathalie Kosciusko-Morizet, impopulaire et bobo, son ralliement au second tour est le seul intérêt de sa candidature. Dans un positionnement plus droitier, on retrouve 5 candidats. L'ancien Premier ministre François Fillon, qui tente d'incarner la vraie rupture en dépit de ses 5 années passées à Matignon. Jean-François Copé, qui semble sortir la tête de ses démêlés judiciaires. Nadine Morano, revancharde, et qui veut tirer son épingle du jeu en se démarquant sur les questions identitaires. Hervé Mariton incarne quant à lui une candidature libérale conservatrice, proche de la manif pour tous. Il est le plus américain des candidats à la primaire. Enfin, Jean-Frédéric Poisson, président du Parti chrétien-démocrate, incarne une droite ni libérale ni atlantiste et est en pointe sur la défense des valeurs traditionnelles. L'outsider de la primaire n'est autre que le jeune et dynamique Bruno Le Maire. Il entend être le candidat du renouvellement de la droite. 3e dans les sondages, son ralliement au second tour pourrait être déterminant. Enfin, la candidature de Frédéric Lefebvre fait figure d'ovni. Ce député des Français de l'étranger n'a pas de colonne vertébrale idéologique et n'a aucune chance d'être élu. Enfin, la collecte des signatures nécessaires pour se présenter à la primaire pourra poser problème pour certains et finalement réduire le nombre de candidatures. Nicolas Sarkozy, président du parti, n'a toujours pas annoncé sa candidature et laisse même planer le doute sur sa volonté de se présenter. Ma candidature n'est pas obligatoire. Elle n'est pas obligatoire parce que je ne suis pas persuadé d'être toujours le meilleur en tout. Toujours gêné par ses affaires judiciaires, l'ancien président de la République attend le moment idéal pour officialiser sa candidature. La probabilité d'une renonciation semble en réalité bien improbable. En plus du risque d'un combat fratricide, les Républicains devront faire face à un autre problème, le refus du centre de participer à ce scrutin. Les adhérents UDI ont voté dimanche à 66% contre la participation. Ce refus implique le risque d'une candidature centriste pour la présidentielle ou la concession par les Républicains de nombreuses circonscriptions à l'UDI pour les élections législatives de 2017. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora.